J'ai un niveau de chinois que je qualifierais avec une certaine désinvolture de pas dégueu. J'en veux pour preuve un bout de papier. J'ai obtenu le niveau HSK 6, soit le plus haut niveau des examens mandarinaux. Et pourtant, je vous le confesse sans fausse modestie, à côté de mon invité aujourd'hui, je ne fais que bafouiller. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Julien Godefroy, qui s'est élevé à un niveau stratosphérique en chinois. Son niveau lui a permis de jongler entre plusieurs casquettes et lui a ouvert de nombreuses portes en Chine où il impressionne les foules à chaque élocution. Quel grain de folie a permis à ce virtuose du violoncelle de s'élever aussi haut? J'étais impatient de lui poser la question. Il sera question d'éducation, mais aussi de musique et de sport. Julien nous livre un regard sans concession et nous confie les secrets de son approche pour devenir ceinture noire en mandarin. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Alors, j'ai l'impression avec toi, Julien, qu'on pourrait commencer par beaucoup d'angles différents parce que tu as balayé extrêmement large en termes d'aventure en Chine, en passant par la musique, par la comédie et plein d'autres choses. Ouais. Quel serait un petit peu l'angle que tu préférerais pour commencer par la première question? Alors, je sais pas parce que j'ai tellement l'habitude de plein d'angles différents que je dois dire que tout me va. Après, la question que je vais toujours avoir, c'est pourquoi la Chine à l'époque, voilà. Pourquoi la Chine? Et en fait, j'explique toujours que c'était le hasard. C'était le hasard parce que j'ai commencé à apprendre le chinois sur un coup de tête. Il se trouvait que quand je jouais encore du violoncelle, sérieusement, j'étais parti pour être professionnel. J'ai fait le Conservatoire de Paris, ce qu'on appelle le CNSM dans le milieu, enfin, qui est une des écoles les plus difficiles au monde. Enfin, c'est extrêmement difficile d'y rentrer. Une fois qu'on y est rentré, c'est moins difficile d'en sortir parce qu'on a ce qu'on appelle son prix à l'époque. Mais après, aujourd'hui, maintenant, ils font les masters. Ils sont un peu pour l'international, ils se sont alignés un peu sur les systèmes de masters, de doctorat, etc. Mais avant, c'était ce qu'on appelait un prix, et puis après le prix, on pouvait faire un troisième cycle. Donc, c'était pas trop dur de sortir avec son prix. Par contre, c'était extrêmement dur d'y rentrer. Donc, je viens d'un milieu comme ça, où en fait, on était complètement obsédé par l'excellence. Et dans le milieu de la musique classique, quand on dit je suis au CNSM, tout le monde dit ah ouais, ah, quand même. Parce que c'est pas comme il y a beaucoup de grandes écoles américaines même où on sait qu'il y a aussi des éléments qui sont un peu moins forts, alors que le CNSM de Paris, c'est vraiment on sait tout de suite que le gars il est fort. En plus, je suis rentré premier nommé sur la liste, ce qui fait encore, enfin c'est un peu, c'est un truc, c'est un peu, c'est assez impressionnant quand on le dit. Voilà. Donc, tout ça pour dire, après, c'est pas pour me jeter des fleurs, parce que c'est juste, voilà, on peut être brillant jeune et pas forcément aller aussi loin que les autres plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été déterminant dans mon apprentissage du chinois, parce que, en fait, je me suis blessé au poignet droit plusieurs fois et j'arrivais pas à m'en remettre correctement. Donc, en fait, n'ayant rien à faire à Paris, qu'est-ce que j'ai fait dans ma piole et puis avec quelques amis, mais voilà, je conversais avec certains amis, mais j'ai commencé à apprendre le chinois. Et en fait, j'ai utilisé ce temps que j'avais où je passais entre 6 et 10 heures par jour sur l'instrument, je l'ai utilisé à faire du chinois, voire même plus que ça, parce que bon, sur l'instrument, faire plus de 10 heures par jour, c'est de vrai travail. Après, on se bousille un peu les doigts, on se fait des tendinites et autres problèmes. Par contre, l'apprentissage du chinois, c'est quand même moins compliqué de faire 10 heures, 12 heures par jour si on alterne entre faire de l'écoute, regarder la télé, lire des livres, écrire. Enfin, on peut alterner suffisamment pour vraiment assez simplement faire 10 heures par jour. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que je faisais un grand minimum de 4, 5, 6 heures par jour. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. Et je l'ai fait sur un coup de tête parce que, en fait, c'est cette période où j'étais en train de me remettre d'une blessure, mais je pouvais quand même jouer et je jouais avec l'orchestre du conservatoire. Et il y avait des élèves taïwanais qui étaient là pour un échange. Et
En fait, il y a une taïwanaise, une contrebassiste taïwanaise du conservatoire qui m'a à moitié fait la traduction. En fait, c'était après le concert. Il dit, ah, viens, on va manger un morceau. Les musiciens, souvent, ils font pas, ils font pas de repas avant les concerts. Par contre, on se fait un grand repas après le concert. Et donc là, ce repas, il n'y avait que moi en tant que, en tant que Français. Tous les autres en fait, c'était des élèves taïwanais et taïwanaises. Et donc, j'ai écouté du chinois. Donc, c'était le Taiwan Guoyu. Voilà. Donc, c'est quasiment pareil. C'est que le mandarin, en fait, hein, avec un accent du sud, un accent taïwanais, mais c'est la même langue. Et donc, malgré la collègue très gentille qui essayait de me traduire pas mal de choses, mais j'ai pas compris grand-chose de la soirée. Et le lendemain, je suis allé chez Gilbert Joseph, qui n'existe plus maintenant apparemment, mais qui était un peu éparpillé autour de Saint-Michel. Il y avait pas mal de librairies Gilbert Joseph. Il y en avait quatre cinq je pense, autour de différentes thématiques. Et donc, je suis allé à celle qui vendait des méthodes d'apprentissage de langue. J'ai acheté une méthode avec 40 leçons, 10 caractères par leçon pour apprendre le chinois. Et puis, paf, ça a commencé comme ça. Et après ça, j'ai trouvé une autre méthode dans une librairie qui est dans le sixième, autour du métro Odéon, pas loin du Sénat, pas loin du Jardin de Luxembourg. Il y a une petite librairie qui s'appelle Yofeng Shudian, hein, Yofeng Shudian, qui était la librairie chinoise de Paris à l'époque, une petite librairie. C'est vraiment le genre petit boui-boui avec des étagères derrière les étagères. On faisait coulisser une étagère pour avoir une autre étagère derrière. Et il y avait un patron qui était assez fascinant. Le gars, il parlait cinq ou six dialectes couramment, ce qu'il était de Chaozhou, donc dans le canton, mais donc ils ont leur langue, la Chaozhou, la Chaoshan, quoi. Et ils parlent évidemment le cantonais, ils parlaient le malaisien parce il avait vécu en Malaisie, il avait vécu au Cambodge, il avait vécu en Thaïlande, puis après il avait émigré en France. Ouais, il y avait une histoire comme ça. Et il y avait deux gars qui travaillaient pour lui, avec qui j'étais en bon terme. Il y avait un Taïwanais qui adorait lire, hein, qui avait une grande connaissance de tout ce qu'ils avaient comme livre. Et puis il y avait aussi un gars de Tianjin, il me semble, qui était assez érudit aussi, qui est revenu en France d'ailleurs récemment. On a eu deux ou trois contacts au fil des années. Et voilà, c'était cette période où j'étais un peu fasciné par tout ça. Et puis j'achetais régulièrement des livres pour des Chinois là-bas. J'avais acheté une méthode qui avait été éditée par la Chine dans les années 80. Alors, il y avait encore tout le vocabulaire politique des années 80 tout à fait. Et il y avait, désolé, je demande à ma fille de me ramener un verre d'eau. Et donc, ouais, c'était une méthode plus sérieuse, on va dire, plus poussée, avec beaucoup plus de caractères. Donc, je pense qu'il y avait au moins 1200 caractères, 4 volumes. Enfin, c'était, voilà, j'ai continué l'apprentissage du chinois avec cette méthode, mais en écoutant les cassettes, en faisant, voilà, en recopiant toutes les leçons, j'apprenais à la dure, quoi. Je m'occupais pas du tout des explications grammaticales. Par contre, je passais mon temps à recopier les leçons et à tout apprendre par cœur. Et puis, c'était le début de mon apprentissage. Et après ces deux méthodes, j'ai commencé à lire des livres, des romans, et puis à affiner mon apprentissage et à enrichir mon apprentissage avec le dictionnaire. D'accord. Ouais, j'ai l'impression on a eu une stratégie un petit peu similaire de tomber un petit peu dedans et de s'y perdre en ne comptant plus les heures et avec ce côté presque ouais, addictif où on en fait des heures et des heures par jour et puis enfin on arrive à se libérer et puis ensuite ça devient une langue où on se sent vraiment à l'aise. J'allais Mais en te fait, ce que poser. beaucoup de gens, pardon, je Non. rajoute quelque chose là-dessus, c'est que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est la seule façon. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'amis chinois qui disent, ah, mais moi, ça fait 20 ans que je fais de l'anglais. Je dis, non, c'est pas comme ça qu'on compte. On compte pas en années, on compte en heures passées. Et si tu veux vraiment parler en années, eh ben, dis-moi combien d'heures tu passais par jour. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Tu fais une demi-heure par semaine. Bah, tu peux passer une vie entière, hein. Ça sert à rien. Tu n'auras pas appris grand-chose. Donc, les gens qui viennent vers moi aussi, c'est pour ça que on en parlait, il y a encore un centre de formation d'enseignement de langue française qui est venu vers moi aujourd'hui. On a discuté un petit peu, je voulais voir si on pouvait collaborer, etc. Je dis, mais moi, une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais vraiment sorti de méthode ou essayé de créer
Ce qu'on m'avait proposé plusieurs fois de, de, de faire des cours ou de lancer mon centre d'enseignement de la langue française. Je l'ai jamais fait parce que bon, déjà, la langue française, c'est un petit marché, mais même si je le faisais avec l'anglais, avec les mêmes principes que ce que j'ai utilisé moi pour apprendre, ça ne marche pas parce que les gens n'acceptent pas. La plupart des gens sont persuadés que c'est parce que tu es plus doué qu'eux que tu y arrives. Et c'est un truc de fou pour moi parce que le, je veux dire, moi je viens d'un milieu de la musique classique, le pianiste qui arrive à jouer une sonate de Chopin, c'est pas parce qu'il est plus doué que les autres. On peut comparer le don des pianistes qui savent jouer les sonates de Chopin. Mais ça n'existe pas quelqu'un qui ne sait pas jouer une sonate de Chopin et tout le monde lui dit c'est juste parce que t'es pas doué. Ça n'existe pas. Un sportif qui n'est pas capable d'arriver à haut niveau, c'est pas parce qu'il est pas doué, c'est parce qu'il n'a pas travaillé. Et après, dans les gens de haut niveau, où on va dire de médium haut, sans compter niveau professionnel de très haut niveau, mais niveau médium haut. Aucun, tu vois, regarde, on parle de langue étrangère. Les langues étrangères, l'apprentissage d'une langue par essence, c'est dans le degré de difficulté humaine, c'est bien moindre que d'être sportif de haut niveau ou de jouer d'un instrument classique. En tout cas, je ne parle pas de faire son petit groupe d'Europe avec 5 accords à la guitare et d'arriver à faire son week-end comme ça. Non, je parle de attention, hein, aucun mépris pour les grands rockers, hein. Attention, il y a des guitaristes complètement fous, mais je veux dire, le mec qui s'éclate avec ses copains, c'est pas le même monde. Quand on est de très très haut niveau, peu importe le style, que ce soit classique, que ce soit voilà, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau. Peu importe le style. C'est comme le sport. Le haut niveau, c'est le haut niveau. Donc, le haut niveau, c'est des milliers et des dizaines de milliers d'heures. C'est ça le haut niveau. Et en plus, avec des profs de très haut niveau. Donc, c'est pas parce qu'on passe les heures qu'on atteint le haut niveau parce qu'on n'a pas forcément les bonnes personnes autour de soi. Ça, c'est aussi, il y a de la chance. Et il y a aussi les gens qui sont plus ou moins capables de trouver ces opportunités, de trouver les bonnes personnes. Donc après, chacun a sa chance et chacun, il y a des gens qui sont plus têtus que d'autres, on va dire. Et il y en a qui sont un petit peu plus malins et qui cherchent toujours à se perfectionner. C'est-à-dire que dans le milieu classique, on a des gens qui bossent 8 heures par jour, mais qui sont pas perfectionnistes à ce point-là. Ils ont juste besoin de leur routine de bosser comme des fous et ça les rassure, ça les calme. Mais ils sont pas tellement perfectionnistes. Donc il y a un peu tous les profils. Donc, d'atteindre le haut niveau, c'est jamais facile. Mais c'est du travail, de toute façon. Ça ne veut pas dire que ceux qui passent les heures atteignent le très haut niveau, mais en tout cas, ceux qui atteignent le très haut niveau, il n'y en a pas un seul qui n'a pas passé les heures. C'est impossible. Et donc, quand on vient de ce genre de milieu, apprendre une langue étrangère, je ne vais pas dire que c'est rien. Il y a plein de musiciens de très haut niveau qui ont des oreilles absolument incroyables en musique et qui parlent anglais avec un accent à couper au couteau. Parce que ça ne les intéresse pas ou ils sont contents, ils s'en fichent. Je pense que si effectivement, étant doué avec les oreilles pour la musique, je pense que s'il voulait vraiment, il pourrait apprendre mieux et plus vite avec un meilleur accent que la plupart des gens. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui a envie non plus ou qui voilà. Mais euh, voilà. Donc c'est vraiment un point sur lequel je sais que tu allais me poser une autre question, mais je voulais vraiment insister là-dessus. C'est que l'apprentissage d'une langue, c'est pas du don. Le don, il aide au début. C'est-à-dire que oui, moi, au bout de quelques minutes, j'arrivais à parler avec quasiment sans accent. Et il y en a à qui ça va prendre des mois et des mois et des mois. Donc ça, pour ça, le don, il aide. Mais le mec qui se trouve pas doué au début, à qui ça prend des mois et des mois et des mois de corriger son accent, si il fait 5 heures au minimum par jour pendant 5 ans, je te garantis qu'il parle et il lit couramment. Et il aura peut-être un petit accent à la fin dont il n'arrive pas à se dépatouiller. Mais je veux dire, en Chine, la Chine est énorme. Il y a plein d'hommes de lettres, de très très grands écrivains qui ont un accent à couper au couteau.
j'utilise trop cette expression, c'est déjà 2 fois, mais qui ont cet accent de leur province, voilà. Mais ce sont des hommes totalement érudits qui maîtrisent leur langue. C'est juste que quand ils parlent, ils ont un accent. Alors en Chine, c'est pas exactement pareil que chez nous quand on dit d'avoir un accent, parce que chaque ville a son accent. Mais là-bas, comme le mandarin est une langue de Pékin et des alentours, donc de Pékin et du Hebei, on va dire, elle a été basée là-dessus. Donc, bah, tous les gens qui sont des autres provinces et qui ont certains sons qui font pas très bien, on peut leur dire, ah, t'as pas une bonne prononciation. Donc, c'est encore un peu autre chose. Mais simplement, oui, le, 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 le don a bon dos. C'est pas à chaque fois que quelqu'un me dit, ah oui, moi j'ai essayé, j'ai tellement travaillé, mais j'étais pas doué pour les langues. Je dis non, t'as pas passé les heures. Si tu dis ça, t'as pas passé les heures, je le sais. C'est impossible. Et en fait, les gens, ils disent ça, ils ont fait 1 heure par jour pendant 6 mois ou un an. Et pour eux, c'était déjà énorme. Ils se rendent pas compte que ceux qui arrivent, ils font mais 20 fois plus, 100 fois plus, 300 fois plus qu'eux. Bon, je dis ça, c'est un peu méchant, mais franchement, c'est quasiment chaque fois. Quand quelqu'un dit, ah, moi, j'étais pas doué, ben, en fait, tu t'es pas donné le temps de savoir si t'es doué ou pas. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a des gens qui sont pas doués au début. Nous, on le voit en musique tout le temps. Il y a des gamins jeunes, tout début, tu n'avais pas l'impression que tu étais doué. Et puis en fait, tout à coup, un jour, à même quelquefois à 18, 20 ans, ils s'épanouissent et ils deviennent des musiciens absolument hors pair. Mais t'aurais jamais dit qu'ils étaient tellement doués jusqu'à leurs 14, 15 ans. Alors que tu as plein de petits génies qui étaient ultra doués, tu te dis à 18 ans ou 12 ans, ils gagnaient tous les concours, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il est musicien, qu'est-ce qu'il est. Et en fait, tu t'aperçois que, ben, adultes, il leur manque un truc. Ils sont pas, alors ils peuvent être très bons instrumentistes, mais ils n'ont pas du tout été aussi loin qu'on imaginait. Encore, je te parle de la musique, mais, mais c'est un peu pareil en sport. Nous, on voit, tu vois, mon fils, il est un peu parti pour être pro de tennis. C'est son rêve, mais c'est quasiment impossible pour la plupart des gens parce que le sport de haut niveau, c'est encore plus dur. Tu vois, la musique classique, on peut dire qu'il y a 10 000 pianistes de très haut niveau dans le monde, si on veut. C'est théoriquement possible qu'il y en ait 100 000 aussi, qu'il y en ait 1 million. C'est théoriquement possible. Si tout le monde travaille, il y a les offres. S'ils passent les heures à les travailler, il peut y avoir voilà, euh, plusieurs dizaines de milliers de pianistes de très très haut niveau dans le monde. Mais comment tu veux dire ça en sport, notamment dans les sports individuels? Il y a un peu un double standard aussi dans les sports d'équipe. Bon, on peut accepter qu'il y ait plusieurs centaines de joueurs de top qualité dans le monde. Mais dans les sports individuels, si tu dis, ah, je suis joueur de tennis de très haut niveau, je suis 500e mondial. Bah, les gens, ils trionnaient. Ils disent donc, tu veux dire que tu bats pas le top 100. C'est-à-dire que même un mec qui est juste 50e mondial, il te défonce, quoi. Donc, tu vois, dans ces milieux-là, c'est encore plus cruel. Enfin, la qualité des coups, elle est la même. Je veux dire, 500e mondial ou le 10e mondial, la qualité de frappe, elle est la même. Mais c'est juste l'intelligence de jeu, la construction, enfin, c'est des petits, tout petits trucs, mais qui sont absolument énormes à ce niveau-là. Et c'est un milieu très, très, très cruel. Et donc après, quand tu reviens hum, dans, dans les langues, on passe encore à un. Pour moi, tu vois, sport de haut niveau, c'est le plus dur. Après, tu vois, l'art en termes de création de seconde main, c'est-à-dire que quand on a sur un instrument, on a des œuvres avec un degré de difficulté. C'est pas comme, tu vois, euh, si tu es peintre, bon, les peintres très connus, ils jouent pas forcément avec un aspect technique extrêmement. Euh, enfin, c'est plus ouvert à plein de différents profils. Alors que, tu vois, nous, on a des œuvres précises. Donc, si tu n'arrives pas à les jouer, c'est que techniquement, t'es pas au point. Donc c'est pour ça que là, on a un truc extrêmement exigeant, mais où effectivement, théoriquement, il peut y avoir beaucoup plus de gens de très haut niveau qu'au sport où c'est pas reconnu, parce que si t'as pas un bon classement, t'es pas un vrai professionnel, tu peux pas en vivre. Et après, donc ouais, sport de haut niveau, euh, musique classique, on va dire instrumentiste, tu vois. Puis après, les langues, c'est beaucoup moins dur. La preuve, c'est que tous les humains peuvent apprendre une langue, leur langue maternelle.
tu vois. Il y a plein de gamins qui ont commencé un instrument très jeune. Il y en a combien qui arrivent à haut niveau? La plupart n'y arrivent jamais, pour diverses raisons, mais la plupart n'y arrivent jamais. Le- les langues, c'est pas pareil. Énormément d'enfants dans les familles qui ne sont pas du tout des familles de culture parlent deux ou trois langues, dont un ou deux dialectes depuis qu'ils sont jeunes. C'est comme ça en Chine, c'est comme ça même dans certaines régions d'Italie, il y a pas mal de dialectes encore. C'est comme ça en Afrique, c'est comme ça en Malaisie, enfin dans beaucoup, beaucoup de pays. Et des gamins de familles tout à fait populaires, qui ne sont pas des familles lettrées, qui ne sont pas... Ils parlent trois langues, naturellement, couramment, sans accent. Donc, sur le degré, si tu veux, de l'échelle, enfin, le degré sur l'échelle de difficulté humaine, entre guillemets, il n'est pas si élevé que ça. Après, voilà, ça, c'est ma façon de raisonner pour expliquer aux gens que c'est juste de la persévérance. Et après, c'est pour ça que, pour revenir, voilà, pour terminer la phrase que j'avais entamée, je fais des grandes parenthèses, tu vois, mais sur pourquoi j'avais pas fait ce centre d'enseignement français, c'est que quand je dis aux gens comment il faut faire, ils sont pas prêts à accepter. Quand je leur dis qu'il faut pas s'acharner à vouloir avoir les explications pour tout et apprendre avant de comprendre, ils veulent pas. Quand je dis que voilà, il faut mémoriser et copier tout sans comprendre. Pourquoi tu apprends le chinois plus vite en Chine qu'en France? Parce que tu comprends rien à ce que tu apprends. Pourquoi le chinois qui arrive en France, il apprend le français beaucoup plus vite en France qu'en Chine? Parce que tout ce qu'il entend et qu'il lit autour de lui, il comprend rien. C'est la chose qui fait que tu mémorises et que tu apprends une langue beaucoup plus vite. Et plus on t'explique ce que tout veut dire dans ta langue maternelle, bah, plus tu apprends rien. Mais ça, va t'en faire compte. La plupart des gens qui apprennent une langue étrangère, ils ont besoin d'être rassurés psychologiquement. Donc c'est pour ça que moi j'aimais pas l'idée, si tu veux, d'enseigner, parce que les gens qui vraiment font l'effort, ils finissent par, comme toi et moi, visiblement, tu vois, à une immersion pas forcément totale. Tout le monde n'a pas le luxe d'avoir 8 heures par jour à dépenser, mais disons que ça peut être une immersion partielle pendant 3-4 heures chaque jour. Ça marche très très bien. Mais il faut être discipliné, faut être une éponge. Faut accepter de, de retenir, de tout recopier et de persévérer. Et en fait, tu vois, même toi, si, visiblement, tu as aussi passé beaucoup de temps à chercher dans le dictionnaire. Les gens ils disent, ah, moi, je cherche dans le dictionnaire, j'oublie tout. Je dis, moi aussi. Sauf que moi, ce caractère, je l'ai 50 fois après, j'allais toujours le rechercher parce que j'arrêtais pas de l'oublier. Alors que toi, au bout de 5 fois, tu dis, ah ouais, mais j'ai pas ta mémoire. Je dis, bah, si, mais c'est juste que tu ne persévères pas. On Ouais, oublie tous. je te rejoins tout à fait là-dessus et peut-être que la différence se fait sur la capacité à gérer les échecs ou les frustrations parce que le chinois, c'est clairement une langue où tu peux pas être bon partout. Tu es testé sur la capacité à reproduire des sons avec ta bouche, tu es Oui. testé sur ta capacité à identifier des tons, tu es testé sur ta capacité visuelle à te souvenir de certaines images et de combinaisons. Donc, tu peux avoir des facilités au début sur certains sujets, mais tu devras de toute façon te confronter à des éléments où tu es moins à l'aise. Et Oui, pour moi, oui. personnellement, tu vois, c'était les tons, la capacité à reproduire les tons et même à les distinguer, notamment entre le deuxième, tu vois, la subtilité du deuxième ton qui monte. Le deuxième et le troisième, il y a des fois au début, c'est un peu compliqué à comprendre parce que le troisième, il descend et il remonte. Alors tu dis, ah ouais, mais et après, dans certains dialectes, en fait, le troisième devient un deuxième aussi. Si tu parles le dialecte de Tianjin, par exemple, c'est ça, quoi. Tianjin, beaucoup du troisième ton devient un deuxième ton. Et le deuxième ton devient un premier ton, le premier ton devient un quatrième ton. Enfin, c'est dans des dialectes, en fait, t'as ça aussi. C'est ça, tu l'as dans les dialectes, tu l'as aussi en mandarin, parfois en fonction de la position dans la Hmm. phrase, les tons changent. Donc tu vois,
Et je me souviens d'un ami chinois qui était un passionné de Kuntu, c'est l'opéra traditionnel. Ouais, connu, ouais. Il m'avait une fois expliqué que en fait les 5 tons en mandarin étaient originaires des notes de musique chinoises. Alors pas exactement l'équivalent du do ré mi fa sol, mais l'équivalent chinois de ça. Est-ce que c'est quelque chose que qui t'a aidé toi dans l'approche un petit peu Non. musicale des tons? Non, pas du tout. Non, mais après, non, c'est juste que naturellement, comme j'avais l'habitude de travailler avec mes oreilles, j'ai su. En fait, le truc, c'est que l'avantage, je pense, d'être musicien, quand on dit que ça nous donne une facilité pour les langues, c'est justement de ne pas théoriser ces choses-là. Il faut pas théoriser, faut justement utiliser ses oreilles comme une intuition. Dès qu'on commence à théoriser, c'est pas bon. Moi, je dis à tous mes amis chinois de ne jamais utiliser le. Tu vois, par exemple, les gens qui se disent, je vais travailler mon écoute d'une langue étrangère en regardant des séries télé et je mets les sous-titres. Je dis, mais en fait, tu es en train de faire travailler tes yeux et tu dis que tu travailles ton écoute. C'est complètement débile. Accepte que là, tu es en train de travailler autre chose. Alors oui, tu travailles en même temps ton écoute pour vérifier avec la. Mais ça, c'est pas travailler l'écoute. Si tu fais travailler tes yeux, t'es pas le. En fait, on peut. Maintenant, il y a des gens, tu vois, mon fils, il est capable de. C'est pas le meilleur exemple, mais il est capable de jouer à des jeux vidéo sur son téléphone tout en regardant des vidéos très instructives sur YouTube. Et puis, il suit à peu près les deux en même temps. Quand on sort de ces matchs de tennis, je lui fais une analyse où on discute du match. Et il est en train de jouer à ces jeux, mais à fond, tu vois, avec des gars en ligne, il joue en équipe, peu importe à quoi il joue. Et puis en fait, il écoute tout ce que je dis, il a les bonnes réactions, tu vois, il n'a pas de moment d'inattention. Donc, on est capable de se concentrer sur plusieurs choses en même temps, mais pas vraiment. C'est-à-dire que si tu veux vraiment, vraiment mémoriser des trucs, que là, je te parle de choses qui ne nécessitent pas toute l'attention. Donc, peu à peu près, tu vas suivre les deux. Mais c'est pas pareil que de travailler sur quelque chose de très pointu. Donc, si on apprend une langue, si on apprend on travaille ces domaines dont je parlais qui sont extrêmement difficiles, beaucoup plus durs que les langues, on peut pas, on est obligé d'être concentré sur une chose à la fois. Et donc, le problème, c'est que quand on n'est pas concentré entièrement sur l'écoute et qu'on fait travailler les yeux en même temps, en fait, on rate le plus important aspect du travail de l'écoute, c'est de s'imprégner de tout ce qu'on comprend pas. C'est d'accepter l'abstraction totale de continuer à écouter alors que tu comprends rien. Et après, tu comprends un petit peu. Et après, partiellement. Et après, oh, plus de la moitié. Tu vois, ça vient progressivement. Et en fait, à force d'écouter, tu finis par reconnaître des sons, comme les enfants, hein, les reconnaître, ils se posent pas la question. En fait, les adultes pourraient apprendre plus vite que les enfants dans la réalité, mais parce qu'on a beaucoup plus de connexion au cerveau et les enfants, je veux dire, attends, mes enfants, ils ont les mêmes erreurs de grammaire en français, mais pendant 10 ans. Je corrige encore les mêmes, ma fille à 15 ans, je lui corrige encore les mêmes erreurs qu'elle faisait quand elle avait 3 4 ans. Tu vois? Les adultes peuvent apprendre beaucoup plus efficacement s'ils veulent, mais les adultes ont beaucoup plus de mal à accepter qu'il faut être une éponge et arrêter de bloquer les connaissances tant qu'on n'a pas compris. Parce je veux dire, tu peux pousser le délire, tu peux pousser le délire à fond, tu vois, à dire canbei, tu vois, les canbei, c'est ce qu'on dit quand on trinque, hein, tu vois. Et can, ça veut dire, bon, c'est un caractère qui peut dire plein de choses, mais disons que là, en l'occurrence, ça veut dire sec, hein, ce qu'on te dit cul sec, bon, c'est l'aspect sec de can, et pei, c'est le verre, ou ça peut être une tasse. Mais bon, on pourrait pousser le vice en disant, alors pourquoi Cannes s'écrit comme ça? Ah oui, mais il y a eu d'autres écritures dans l'histoire. Et après, il y a eu les caractères non simplifiés, les caractères simplifiés. Il y a eu les diagones, tu vois, donc il y a eu multiples formes
à ce caractère GAN. Pareil, caractère P, il y a eu d'autres formes dans l'histoire. Pourquoi on l'écrit comme ça? Machin. On peut pousser le délire, mais oui, mais la réalité d'une langue, c'est que quand tu entends Kambé, tu sais qu'on ton train qu'on dit Kambé, donc tu apprends à dire Kambé. Et après, tu apprendras à l'écrire. Et après, peut-être qu'un jour, tu apprendras pourquoi on écrit ce caractère comme ça, pourquoi on écrit l'autre comme ça. Après, tu vas aussi demander, oui, mais pourquoi celui-là, il se lit comme ça, pourquoi il se lit comme tel son? Tu vois, je veux dire, non. Si on veut apprendre plus, on y va au fur et à mesure. Mais jamais apprendre la grammaire avant d'être capable de dire une phrase naturellement. Jamais, 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 jamais. Même en français, quand j'enseignais le français il y a très très longtemps, euh, je forçais mes élèves à mémoriser les conjugaisons. Il faut que ça devienne naturel. Me demande pas pourquoi, ça sert à rien. Les langues sont complexes, c'est aussi le côté fascinant, c'est que la culture, les cultures se forment comme ça, avec zéro logique souvent, mais c'est comme ça. Il y a une logique au début, mais après, il y a plein de traditions de ce qui devient la bonne grammaire, mais qui sont des choses qui n'ont plus de logique, qui n'ont plus de sens. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Donc, on apprend les langues, on accepte. Et donc, pour revenir à ce que tu me demandais, en fait, les histoires de cinq tons, alors c'est plutôt quatre, c'est juste qu'il y a un cinquième qui est un qiansheng, qui a un ton, un, un ton léger, ce qu'on appelle. Donc, mais en général, on dit plutôt les quatre tons. C'est comme en cantonais, ils disent les neuf tons, mais après, il y a une façon différente de le voir. Mais bon, je pense on peut théoriser, mais il faut surtout les apprendre avec les oreilles. Et pareil, je dis à mes amis chinois, n'utilisez pas comment on appelle ça en français, la phonétique internationale, tu sais? Et il y en a beaucoup qui apprennent, parce que ça, tu vois, c'est universel, mais, mais le problème, c'est que les gens qui utilisent cette phonétique internationale universelle, bah, ils se réfèrent aux sons qu'ils connaissent. Tu vois, moi, j'avais un copain italien qui a grandi en France, mais avec sa famille, il parlait que italien, donc tu vois, il était complètement bilingue. Et il me disait, le A en italien, il n'est pas pareil que le A en français, par exemple. Tu vois, et il y a plein de sons comme ça. Le O en français, il a pas mal de prononciations différentes aussi. Tu vois, et dans toutes les langues, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux faire quand tu as un son qui est, pourtant, tu te dis, bah, c'est pareil, mais en fait, non. Il y a une toute petite différence. Et après, comme tu disais dans certains dialectes chinois, bah, peut-être qu'en fonction de ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, tu vois, en shanghaïen, le mot ami,朋友, en shanghaïen, il se dit 朋友. Mais quand ils disent 小朋友, ce qui est le petit, c'est un enfant, en fait, et 小朋友. Et donc, en fait, le 朋友est devenu 朋友. Tu vois, c'est devenu léger. Il n'y a plus de ton, tu vois. Enfin, chose comme ça. Il me semble que c'est la prononciation shanghaïenne. J'ai vécu à Shanghai il y a très longtemps, mais j'ai jamais vraiment appris le shanghaïen. Mais dans toutes les langues, peut-être, tu vois, les sons, ils changent aussi en fonction du mot. Et il n'y a pas d'explication souvent. Pourquoi là, il se lit comme ça, pourquoi là, il se lit pas comme ça. Ben, c'est comme ça, c'est tout, t'apprends. Et donc, quand on théorise un peu trop, tu vas commencer à dire, ah oui, ça vient de ça, oui, mais l'historique de pourquoi ont été formés les tons, pourquoi ça, en fait, ça va pas nous aider dans l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai plus utilisé mes oreilles pour apprendre que, en fait, la façon de prononcer, euh, ça vient vraiment de tes oreilles. En fait, on écoute et après on imite et après les gens nous corrigent, tout comme les gens corrigent les enfants. Tu vois, les parents corrigent les enfants, les professeurs corrigent les enfants. Et ben, de même, si on arrive à demander aux gens de nous aider à nous corriger, moi en l'occurrence, je l'ai quasiment jamais fait parce que je l'ai fait tout seul avec les cassettes. Et donc je, je faisais en fait, j'étais un peu comme je recommande aux autres de ne pas être, c'est-à-dire que en chinois on dit les petits très là. C'est-à-dire que j'a- j'avais un peu honte du moindre petit défaut de prononciation. Donc
je n'osais pas parler si j'étais pas sûr de faire un sans faute. C'était Hmm. l'exigence que j'avais vis-à-vis de moi-même. Mais c'est compliqué parce que c'est pas nécessaire d'être comme ça, en fait. Oui, c'est amusant en chinois quand ils te disent Roge pilien ou quelque chose comme ça, ou pour te dire et une peau du visage plus Relais à pied, ouais. Rolian pilien, Ouais, ouais. c'est ça. Mais en anglais, on a ça. You have a thick skin. C'est la même chose, en fait. Ouais, c'est la même chose. Mais ce qui est amusant en Oui. mandarin, c'est que parfois ils te le disent comme un ordre, tu vois. Roge pilien, Roge dianpi ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement comment ils l'utilisent, mais c'est assez amusant. Mais j'allais te demander justement par Oui, rapport à après ça. à ta progression en mandarin, parce que moi, personnellement, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'était le fait d'avoir les différents examens de chinois. Tu sais, tu commences au premier, et puis tu as le sixième qui est un petit peu le Graal, et puis et c'est un petit peu ça aussi qui détermine à quel moment tu t'arrêtes. Tu sais, est-ce que tu te contentes d'un certain niveau ou pas? Ah, tu parles du HSK, là? HSK, exactement. Ouais. D'accord. J'ai Et tu jamais fait, vois, moi, ça. moi étant au niveau HSK 6 maintenant, que j'ai passé une fois en Chine après peut-être vraiment 3 ans en immersion totale, mais en bossant énormément. Je me suis rendu compte que oui, entre un HSK 6 et un HSK 5, tu as quand même un niveau assez évident. Mais quand je suis tombé sur une de tes vidéos, alors ça remonte à quelques temps, mais je sais plus exactement si c'était sur Xiaohongshu ou je sais plus où, mais je me souviens te voir énoncer des plats en mandarin, alors toute une sorte de panoplie de plats que j'avais jamais entendu 对，parler. 蒸羊羔、蒸猪眼、烧花鸭、烧子鹅、卤鸭、酱鸡鸭肉。嗯，Je me suis 对。dit, entre moi qui viens d'avoir mon HSK6 tout fier et un niveau comme le tien, là, il y a encore un océan. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu as un espèce de moment où, en fait, tu t'es pas vraiment fixé de limite, tu te dis, OK, je continue à l'apprendre. C'est ce perfectionnisme-là dont tu parlais? Ouais, et puis en fait, je sais pas, je pense que les méthodes d'apprentissage, même le HSK, etc., sont, si tu veux, j'ai une façon d'aborder ces trucs-là complètement différente. Par exemple, quand j'ai pas envie de dire la plupart des gens, parce que je pense que tout le monde est différent, mais, mais il y a plus de gens qui sont comme ça, on va dire, qui apprennent une leçon. Et on a le même problème en musique avec l'apprentissage d'instruments. En fait, il y a une erreur que font beaucoup de gens, c'est que ils apprennent une leçon et ils veulent être sûrs qu'ils ont tout retenu et que tout va bien pour passer à la suivante. Et en fait, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que quand on est à la leçon numéro 35, souvent tu vas revenir à la leçon numéro 15 et puis en fait, tu as déjà oublié des trucs de la leçon numéro 15. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un problème. Et pour beaucoup de gens, c'est un problème. Donc, ils vont beaucoup plus lentement qu'ils devraient. Quand tu es en cours, avec les profs, regarde, tu vois, on se souvient pas de, je veux dire, est-ce que tu saurais faire des exercices de maths de cinquième ou quatrième, tu saurais les refaire? Pas forcément. Et encore, hein, on est nul en maths en France par rapport à l'Asie, mais même je suis sûr que moi je prends les exercices de maths de mes enfants là, et il y a plein de trucs que je saurais pas faire, tu vois, pour ne citer qu'un exemple, mais plein d'autres matières, tu vois. Donc, et c'est pas un problème. Et c'est ce que, en fait, beaucoup de gens se mettent des limites et n'ont pas réalisé qu'ils pourraient apprendre beaucoup plus vite, aller beaucoup plus loin en le même nombre d'heures. Parce que quand ils pensent, je veux dire, si ce sont des choses importantes pour la langue chinoise, ce que tu as appris à la leçon 15, mais tu vas le rencontrer tout le temps, tout le temps, tout le temps quand tu es à la leçon 158. Tu vois ce que je veux dire? C'est, à force de lire des trucs, il y a de plus en plus de mots, il y a des textes de plus en plus longs. Fatalement, les mots qui étaient à la leçon 15, ils sont dans tous les textes après. Donc, à quoi ça sert de continuer d'apprendre la leçon 15? Elle n'a aucun intérêt. Mais trop de gens, et puis leurs professeurs, ils sont là comme ça à dire, ah oui, mais tu vois, tes bases sont pas encore assez solides. On s'en fiche des bases, ça n'existe pas, les bases. C'est ça le problème, c'est que trop de gens sont là, à les bases. Ouais. Les bases, après, il y a des choses sur lesquelles on travaille, tu vois. La- en fait, c'est le perfectionnisme, le fait de travailler sur la prononciation. Bon, après, tu vois, avec l'instrument, on travaille les bases. Chez l'instrument à cordes, on travaille les cordes à vide, tu vois, le son de base, l'archet, les sons filés, tu vois, ce qu'on appelle des cordes à vide, par exemple, ou des gammes. Tu vois, au piano, on travaille les gammes aussi, les instruments à cordes, on travaille et les instruments avant, ils ont une autre façon de travailler certaines bases aussi, travailler le souffle, la respiration, etc., etc. Donc, on peut.
dans chaque langue, avoir certaines notions de base. Mais tu vois, c'est quoi la base de la langue? Je veux dire, c'est comme de choisir qu'est-ce qu'on apprend en premier. Est-ce qu'on apprend à dire un Nicholama ou est-ce qu'on apprend à dire Wohenlei? Ou moi, là, je te jure, la méthode que j'ai utilisée, la première phrase, la première méthode que j'ai utilisée, la première phrase, c'était 中国大日本小. Quand je dis ça aux amis chinois, ça les fait, mais ils se marrent comme des baleines. Euh, Ça veut dire la Chine est grande, 啊oui，中国大日本小。La Chine est grande, le Japon est petit. Ça les fait marrer mais c'était vraiment la première phrase que j'ai apprise sur le. Mais ça aurait pu être la première phrase que. Et donc ça a permis d'apprendre un mot, la Chine, 中国, un autre pays, Japan, le Japon, et d'apprendre grand et petit. Bon, bah, c'est une phrase comme une autre. Et la première phrase aurait pu être Nira lama, est-ce que tu as faim? J'ai très faim, tu vois. Enfin, peu importe. Tous les chemins mènent à Rome. De toute façon, tu vas tout devoir apprendre. Donc, c'est quoi les bases? On s'en fiche. La leçon 1, comme la leçon 158, c'est tout des bases. Donc, c'est là que, si tu veux, moi, je n'adhère pas trop à toutes ces. Après, après si je prenais le programme HSK, je le boufferais super vite parce que je me fixe pas de limite. Et je sais que j'oublierai plein de trucs au passage, mais j'irai directement, dès que je peux. En fait, j'apprendrai tout, je recopierai toutes les leçons. Et tant que j'arrive à lire et à reconnaître les caractères de chaque leçon pendant que je l'apprends et je la lis, peu importe que j'ai oublié certains trucs des leçons d'avant, c'est pas grave, ça va revenir. Et au moins, bah, je développe mon sens de la langue beaucoup plus rapidement. Quand on n'a pas peur d'apprendre des trucs, d'oublier, quand on n'a pas peur d'oublier, bah, on peut aller super vite. Tu t'enchaînes. Tu vois, je fais toujours le comparatif avec la musique, mais c'est ce que les gens comprennent pas. C'est qu'on on n'apprend pas les langues vite en tant que musicien parce qu'on a des bonnes oreilles. En tout cas, en partie, oui, mais ça aide qu'au début. C'est pas ça qui aide à atteindre le haut niveau dans une langue. C'est la vraie raison, c'est qu'on a tellement l'habitude de résoudre des problèmes, mais 100 fois plus complexes que l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est tellement plus dur d'apprendre une œuvre, de savoir jouer des œuvres à haut niveau sur un instrument, ou d'être sportif de haut niveau, de travailler sur des détails techniques, mais c'est tellement plus dur. Mais l'apprentissage d'une langue étrangère, là, ce que je dis, c'est pas un truc subjectif, c'est une réalité. Le- le- L'apprentissage d'une langue étrangère, et je suis juste en train de dire, en termes de l'apprendre à un niveau à peu près natif, de le lire, le parler, l'écrire. Je parle pas niveau d'être un linguiste de très haut niveau. Là, c'est le travail d'une vie entière. Tu vois, si tu veux être historien, ça, c'est le travail d'une vie entière. Ça, c'est du haut niveau. Mais de parler une langue, qu'elle soit sa langue natale ou une langue étrangère, juste de la parler comme le monsieur tout le monde, tu vois, ce qui est très dur quand c'est une langue étrangère, mais en termes de difficulté objective, c'est pas dur. C'est un truc que tous les humains peuvent faire. Alors que, voilà, quand on compare à d'autres domaines, ça n'arrive pas. Donc en fait, tant qu'on accepte qu'on va se vautrer, qu'on va oublier, euh, on accepte qu'on n'est pas parfait et, et- et que de toute façon, il va falloir retravailler. C'est comme tu disais tout à l'heure, je sais plus quel terme tu as utilisé, mais c'est que la plupart des gens ont du mal à accepter l'échec. Ils ont du mal à, à accepter que, ben, tu vois, moi, quand j'ai oublié 50 fois un mot et qu'il faut que je retourne voir dans le dictionnaire, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Mais pour beaucoup de gens, ils sont là, ouais, mais j'y arriverai jamais. Ça fait déjà 7 fois que j'oublie ce mot, j'arrête pas, j'ai pas de mémoire. Alors moi, si tu savais le nombre de fois que j'ai regardé certains mots dans le dictionnaire et que je continuais de les oublier, non, mais c'est juste que voilà, on continue, on continue, on continue. Et on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur. Et donc, on engloutit tout d'un coup. Et en fait, si beaucoup de gens acceptaient
de, de prendre la langue comme un jeu d'imitation. Mais ils pourraient débloquer tellement de barrières qui se mettent à eux-mêmes et que le système leur a mis. En fait, tu sais, toutes les langues. Pourquoi tu vois, les familles nobles du 18e siècle, pourquoi ils apprenaient, tu vois, tu avais des princes en Autriche, en Russie qui parlaient le français, qui lisaient et écrivaient le français mieux que la plupart même des gens lettrés français. Pourquoi? Parce que de toute façon, à cette époque-là, ils apprenaient euh, bêtement. C'est-à-dire que c'était vraiment apprendre plein de textes par cœur, recopier, tu vois, copier les trucs, c'était pas. Regarde, le concept de la dictée est un problème en soi aussi. Parce qu'à force de faire des dictées, en fait, c'est comme les QCM, en fait. Tu, tu baignes dans tes erreurs. Le QCM, c'est un truc qui ruine le, le, le feeling pour une langue, par exemple, ou pour une discipline. Si tu fais trop de QCM, c'est comme quand tu fais trop de dictées. En fait, tu passes ton temps à, à lire des trucs erronés. Et c'est super mauvais pour l'apprentissage. Alors, de temps en temps, faire une dictée, c'est très bien. Ça te montre un peu ton niveau. Mais, mais c'est tellement plus constructif de prendre une page de Balzac et de recopier. C'est tellement plus constructif de recopier le chinois. Et après, le problème avec le chinois, c'est que tu recopies les caractères, mais c'est une langue moins abstraite, en fait, dans le sens où l'écriture écrit des sens et pas des sons. Donc, c'est moins abstrait dans le sens où ça va plus directement au cerveau, le sens. Alors que la grammaire dans les langues à alphabet, ça, ça- ça fait une distance un peu plus grande, si tu veux, entre la langue écrite et puis le sens. Mais par contre, le chinois paraît plus abstrait au début quand tu lis quelque chose parce que bah, ce que tu lis, tu sais pas le lire, en fait. Il faut connaître le caractère et même si tu sais ce que le caractère veut dire, quelquefois tu te souviens du sens, mais tu as oublié comment il se prononce. Tu vois, alors que ça, on n'a pas l'habitude parce que nous, on sait lire tout, même sans savoir le sens. Mais on peut le lire à haute voix. Alors qu'en chinois, tu vas buter quand tu sais pas lire un caractère. Et en fait, les Chinois ont l'habitude de lire des romans dans leur langue sans savoir lire un caractère, mais ils vont continuer de lire. C'est comme que nous, tu lis, voilà, tu lis un Balzac, tu lis un Flaubert. Je suis sûr que toi, comme moi, on prend n'importe quelle page, il y a un mot dont on n'est pas sûr du sens. Mais on va pas s'arrêter sur chaque mot comme ça. C'est un des trucs très importants quand on apprend le chinois ou n'importe quelle langue étrangère. Faut pas s'arrêter sur chaque mot que tu comprends pas dans les romans. Attends, t'en finis pas. Tu le fais même pas dans ta langue natale. Pourquoi tu veux le faire dans une langue étrangère? Tu choisis les mots. C'est comme ça que j'ai appris, moi. Tu choisis les mots que tu rencontres plusieurs fois au fil de quelques pages. Donc, tu as déjà une idée de quand ils surviennent et à peu près d'une partie de leur sens. Et là, tu retiens beaucoup mieux. Et le reste, tu te prends pas la tête. Tu comprends pas. C'est parce que c'est pas le moment de comprendre. Tu comprendras dans 6 mois. C'est pas grave. Tu prendras peut-être dans 2 ans. Ouais, mais faut continuer. Et trop de gens, en fait, tu vois, tu me parlais du HSK. Bon, je fais des grandes parenthèses, mais j'essaie de rester dans le sujet quand même. Trop de gens euh, ont l'impression que, ah ouais, mais tu vois, regarde, je suis à la leçon, voilà, je suis à la leçon ou au niveau 4 à HSK, mais je m'aperçois que, tu vois, même les trucs du niveau 3, il faut quand même que je révise encore parce que c'est pas solide. Mais c'est un truc, mais pour moi, c'est une aberration totale. Tu es au niveau 4, va vite au niveau 5 et fais le niveau 6 dans la foulée. Et après, je veux dire, tu vas pas passer ton temps. Et après, tu oublies le HSK, tu lis des romans. Et si tu comprends que 50%, bah, tu comprends que 50%, tu les lis, c'est pas grave. Et à force d'en lire, tu vas comprendre 55%. Parce qu'au milieu, tu vas quand même aller dans les dictionnaires, tu vas quand même apprendre, tu vas quand même recopier la prononciation, retenir le sens et les prononciations. Et si tu passes les heures, tu vas finir par retenir. C'est comme Bien ça qu'on sûr. avance. Ouais. Ouais. En fait, Oui, on passe, trop de gens apprennent les langues étrangères en ruminant. Tu vois, j'ai jamais dit ça, mais je trouve que c'est un peu l'image d'une vache qui rumine.
en fait, ils remâchent leur, ce qu'ils ont déjà appris beaucoup trop. Va de l'avant, t'apprendras, mais 5 fois plus vite. Non, je te rejoins tout à fait aussi. J'avais Mais ce. c'est juste qu'il faut apprendre. C'est juste qu'il faut apprendre pardon, je te coupe tout le temps, mais c'est juste qu'il faut apprendre à ne pas se miner quand on a oublié plein de trucs. Et puis voilà, c'est tout. Faut continuer. Vas-y. Ouais, non, Tu j'allais disais. rebondir sur la littérature parce qu'effectivement, c'était un de mes grands plaisirs une fois que tu peux avoir ton premier recueil ou premier recueil de nouvelles ou premier livre en chinois avec uniquement des caractères. Enfin, pour moi, c'était une grande fierté. Au début, ce que je faisais, c'est que je me prenais, j'allais à l'Alliance française de Pékin et je me prenais, parfois, il y avait à la fois l'édition en français traduit et puis l'édition en chinois. Alors je me faisais un chapitre, tu vois, full chinois où la plupart du temps je comprenais pas grand-chose. Et puis ensuite je me lisais le chapitre en français. Et puis assez rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait des auteurs qui étaient assez accessibles. Tu vois, par exemple Yu Hua, que je trouvais génial Ouais. pour ça parce que tu peux deviner la plupart des choses et c'est très très amusant, très très divertissant. Et puis il y en a d'autres où au contraire j'avais beaucoup plus de mal. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de tes premiers rapports avec la littérature chinoise? Est-ce que tu lisais des romans, des nouvelles? C'était quoi un petit peu ton approche par rapport à ça? Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup lu de Wuxia Xiaoshuo. Wuxia, ok. Ouais. Comment on appelle ça en français d'ailleurs? On pourrait dire les romans de KPDP, mais ce serait pas vraiment rendre honneur à ce qu'est le wuxia. On dirait Des, les romans je sais pas, d'arts martiaux de médiévaux, d'arts peut-être? martiaux, de combattants, ouais, oui, des époques médiévales, oui. Mais vraiment, voilà, c'est un style, c'est vraiment romanesque, voilà, tout est exagéré, ça. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui ont trop lu ça et qui croient que le kung-fu est, tu vois, maintenant, j'ai beaucoup suivi le MMA et on sait aujourd'hui que il y a plein de choses auxquelles les gens croyaient. Ils croient toujours en certaines choses. Ah, le grand maître, machin, il y a 10 qui essaient de le pousser, il a du chi, il n'arrive pas à le pousser. Bon, on sait aujourd'hui, voilà, le moindre lutteur professionnel, il arrive, il lui prend une jambe et il le met par terre. Hein, faut pas se leurrer. Mais bon, les gens y croient, tu vois. Et on disait toujours que, euh, en fait, ils ont trop lu de ce genre de romans, donc ils ont trop d'images de tout ça en tête. En plus, avec toutes les séries télé qui ont été faites là-dessus et les effets spéciaux et tout, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont très très marqués par cette culture. Mais en fait, moi, je lisais un auteur qui s'appelait Tignon. Dignon, ouais. Essentiellement, c'était mon préféré. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait une grande connaissance de l'histoire et donc qui incorporait beaucoup de situations historiques dans les dynasties de l'histoire de Chine. Et, et, et donc, et même tous les éléments du kung-fu, du qigong, de plein de choses qui étaient mentionnées, ça venait vraiment de textes réels, de Shaolin, de Wudang, de toute cette culture où en fait tu peux vraiment aller regarder. Enfin, il connaissait son sujet, quoi. Et il connaissait l'histoire de Chine. Et, et donc, moi, j'aimais bien ce côté où en plus, tu voyais l'évolution de chaque personnage. T'as d'autres, par exemple, comme Kowloon, en fait, il n'y avait aucune évolution du personnage. Le personnage, c'était comme des cartes Pokémon ou je sais pas quoi. Enfin, je connais même pas les cartes Pokémon, je dis ça, mais où, tu vois, ils avaient leur pouvoir, tu vois. Lui, son pouvoir, c'est ça, sur l'échelle de machin ou comme dans les jeux vidéo, tu sais, lui, tel aspect, il est sur un 7, de l'autre aspect, il est sur un 9 ou je sais pas combien de points, ou tu vois. Euh, et, et- et donc, il y a d'autres romans de ce style-là où, en fait, voilà, c'était vraiment les personnages, dès qu'ils apparaissaient, ils étaient déjà comme ils étaient à la fin, tu vois. Mais avec Tignon, tu suivais vraiment chaque personnage dans son évolution. Et tu avais souvent deux ou trois personnages principaux, parfois un, il y en avait un que j'adorais qui s'appelait Tiens Lombabou. Il y a à peu près trois personnages principaux. Et tu voyais leur évolution dans l'apprentissage. Alors, pas tous, par exemple, Tianfeng, euh, il,
dès le début, dès qu'il apparaît, il a déjà ce kung-fu qui est au top du monde, quoi. Mais les autres, par exemple, tu as Duan Yu et Xu Zhu qui commencent de rien, en fait. Et tu vois, ils ont chacun leur histoire un peu saugrenue. Mais bon, euh, tu lis en fait toute leur évolution et comment ils ont appris, qui ils ont rencontré, qui leur a appris quoi, comment ils ont travaillé, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, tu peux les mesurer parce que ah tiens, déjà, à 3 mois de son apprentissage, il battait déjà un tel que pourtant on nous avait décrit avant comme étant tellement fort et machin, machin. Et donc, c'est assez intéressant, si tu veux, t'as une vraie richesse en fait de tout ce qui est décrit. Ouais, moi j'adore Tignon. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques mois en expliquant voilà Tignon a été mon prof de chinois. Alors pas le seul, mais comme j'ai appris en autodidacte, si tu veux, pour moi ça a été un de mes profs très très important. Et puis j'ai père est historien et j'ai toujours adoré l'histoire, j'ai toujours adoré parler d'histoire. Et même si j'en connais pas grand-chose, mais si tu veux, dans mon esprit, j'aime réfléchir. Euh, je vais pas dire avec un point de vue d'historien, parce que j'ai pas du tout les compétences, mais disons que j'essaye d'avoir cet esprit, si tu veux. Et quand je lisais Dignon, pour moi, ça m'a aussi ouvert encore plus de curiosité vis-à-vis d'histoire de Chine. Donc j'ai lu comme par exemple Arthur, tu vois, c'est une et après, Shanxia ou Tianyan, tu vois, je m'amusais à lire des choses comme ça. Mais alors que, tu vois, il y a plein de choses que je comprends pas. Mais Shanxia ou Tianyan, c'était en fait une histoire de, voilà, à peu près 5000 ans de l'histoire de Chine. Ça, j'ai lu ça. Évidemment, je m'amusais à lire certains aspects. Je lisais quelque chose qui s'appelle Guwenguan. C'était un tout petit, enfin, ça, c'est pas un roman. Ça, c'est vraiment une compilation de plein de textes anciens d'auteurs très connus de différents recueils, commençant, on va dire, à l'époque de Chunqiu Zhangu, tu vois. Donc, c'était la dynastie des Zhou, et notamment à partir du Dongzhou. Donc, c'était, je sais plus combien, si on compte avant Jésus-Christ, ça doit être, tu vois, 600, 700 avant Jésus-Christ, ou tu vois, et surtout autour de 500, 600, tu vois, et après cette période où il y a eu Confucius, il y a eu Lao Tzu, il y a eu Confucius, tu vois, et autour de cette période-là, et après, tu as eu beaucoup d'auteurs. Euh, et c'était une période avec beaucoup de guerres aussi. Cette fameuse phrase en chinois qui dit Luan shi chu英雄. Donc, il y a beaucoup de héros qui sont nés. Mais alors, héros, faut pas le voir, un héros de guerre, forcément. Il y a aussi beaucoup de personnalités très influentes éminentes qui sont apparues, notamment des grands philosophes, des grands penseurs chinois. Alors on pense à Sun Tzu, à l'art de la guerre, mais aussi voilà, il y a eu tous les mouvements, voilà, le taoïsme, le confucianisme, enfin qui sont apparus avec Lao Tzu, avec Confucius, Kunze, et il y a eu Lao Tzu Zhuangzi, il y a eu Confucius Mengzi, et après plein d'autres, il y a eu Mo Tzu, et t'as eu pas mal d'auteurs à cette époque-là, et puis t'avais aussi, il y avait Han Feizi, il y avait tous les Tzu, voilà, tu vois. Et euh, ce qu'on dit Tzu en français, mais bon, voilà, c'est Tzu en chinois. D'ailleurs, le caractère, pour ceux qui, qui sont un peu intéressés par le japonais, c'est tout le ko en japonais, ko. Quand vous regardez, il y a beaucoup de filles qui ont un ko à la fin de leur nom, ça s'écrit avec ce ts aussi, c'est le même caractère. Et donc, je lisais beaucoup de ces textes de chinois anciens auxquels je comprenais pas grand-chose, mais je me forçais à les lire. Enfin, je me forçais, j'avais envie, tu vois, d'apprendre, et je m'imprégnais d'histoire et de littérature et de chinois ancien là, en l'occurrence, qui est très très compact comme langue en fait. On dit beaucoup avec très peu de caractères. C'est assez fascinant. C'est l'inverse de Proust, où tu enrichis la langue en rajoutant toujours plus. Le chinois ancien, c'est en fait tu enrichis la langue en la rendant plus compacte. Et en fait, ça laisse plus d'espace à l'imagination et ça donne plus euh,
parfois plus de flexibilité à un caractère, en fait, pour l'associer à d'autres caractères. Parce que très souvent, dans le chinois moderne, par exemple, les caractères se répètent. Alors, ils ont chacun leur sens, mais en fait, dans le chinois ancien, souvent, tu peux en utiliser qu'un sur les deux, et on sait dans quel sens ça va, et que si tu l'associes à un autre euh, caractère dans le contexte, on va comprendre ce que c'est. Alors, tu vois, c'est une des façons d'expliquer ça. Mais donc, j'étais fasciné par le chinois ancien, j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Dès ma troisième, attends, on va dire, ouais, dès ouais, quatrième année, fin de troisième année, début de quatrième année où je faisais du chinois. Et, et j'ai lu aussi, oui, pas mal de livres d'histoire, tu vois, mais en chinois ancien aussi, tu vois. Euh, Alors, qui était pas. Alors, il y a deux types de chinois ancien. Il y a ce qu'on appelle le Wanyan, qui est vraiment ce type de langage très, très compact dont je parlais. Et puis, tu vois, le principe de la poésie chinoise, tu vois, des grands poètes comme Li Pai, on lit Li Po en français, avant, on disait, mais les Chinois disent, enfin, le chinois, le mandarin moderne dit Li Pai. Et puis d'autres comme Tu Fu et plein de très grands poètes chinois. Bon, c'est un peu le même style de chinois où en fait tu vas dire beaucoup de choses avec très peu de caractères. Et après, tu as un autre type de chinois ancien, en fait, ce qu'on appelle du chinois, des romans de chinois anciens. Mais en fait, c'est par exemple Sangguoyan tu vois, The Three Kingdoms en anglais, ou les trois royaumes, tu vois. C'était en chinois de roman, tu vois, d'il y a à peu près 1000 ans, mais qui était déjà un chinois plus facile à lire. Contrairement au vrai Banyamen, par exemple, le recueil qui a précédé les Trois Royaumes, le Sangguoyai, qui est un roman autour de l'histoire des Trois Royaumes, qui était cette période, c'était quoi, environ 200 avant Jésus-Christ, tu vois, à peu près. Euh, Entre eux, il me semble, la dynastie des Qin et la dynastie des Han. Et donc, en fait, cette période-là, euh, le vrai livre d'histoire qui en a parlé s'appelait Sanguozhu. Alors là, c'est vraiment en chinois ancien, Banyamen, tu vois, c'est plus complexe, plus dur à lire. Ok, ben, un grand merci pour tes éclairages. C'est rare d'entendre des conseils aussi directs sur les langues, donc c'est toujours intéressant de voir des perspectives différentes. Et puis, j'allais te poser une dernière question avant de te laisser filer parce que tu mentionnais le japonais et c'est une langue que je viens de commencer après, après quoi, j'ai fait quasiment 10 ans de chinois dans ma vie, donc je me suis dit que j'avais envie de découvrir le japonais et je suis stupéfait de voir à quel point le chinois m'aide dans l'apprentissage. Je voulais te demander, est-ce que Évidemment. toi, tu as déjà eu envie d'apprendre d'autres langues asiatiques après le chinois ou même d'autres langues chinoises? Oui, le japonais j'avais commencé à apprendre aussi avec le même type de méthode, genre assimile ou un truc comme ça, tu vois. Et je l'ai pas fait finalement, en fait, j'ai pas passé le temps, mais je crois que je m'étais même inscrit à une époque où j'avais toujours cette blessure, j'étais revenu en France, je me suis inscrit en japonais à Jussieu aussi. J'avais fait un mois de chinois à Jussieu l'année d'avant, je crois, et puis j'étais parti en Chine, et après je suis revenu, je me suis inscrit en japonais, et puis finalement je suis pas allé, j'ai pas continué, et puis je suis retourné en Chine. Donc voilà. J'ai- Sur le principe, si tu veux, ça m'intéresse aussi, quoi. Et c'est une langue c'est marrante, c'est un peu complexe. Autant, tu vois, des langues comme le coréen et le vietnamien m'intéressent pas du tout parce qu'en fait, elles auraient dû garder les caractères chinois, elles l'ont pas fait. Donc la langue est dépourvue de sens. Enfin, pour moi, après, on peut toujours trouver un intérêt parce que dans la culture de chaque langue, il y a des choses à apprendre. Mais si tu veux, sur le principe lui-même, ce sont des langues qui auraient dû garder leur caractère chinois. Et donc, elles ont été castrées, pas le bon mot, mais elles ont été, en fait, elles ont été complètement appauvries. Ça crée des vrais problèmes à bien des égards, d'ailleurs. Donc, ça n'a, pour moi, culturellement parlant, alors, il y a des cultures fascinantes, hein, mais la langue elle-même, pour moi, euh,
c'est peut-être ignorant ce que je dis, mais sur le principe lui-même, je trouve le principe d'apprendre le coréen ou le vietnamien complètement inintéressant d'un point de vue linguistique. Notamment en fait du point de vue où bah, le, le chinois, c'est quand même déjà ces deux langues sont basées sur le même principe à la base, c'est des caractères chinois, donc tu vois, on peut les appeler autrement, hein, je veux dire, mais mais sur le même type enfin voilà, sur la même culture en fait. Donc c'est comme si on transformait le chinois en pinyin et tu vois, que en phonétique. Donc par contre, le japonais est un petit peu plus fascinant pour moi et presque tout aussi fascinant parce que ils ont les kanji, donc les hanzi en fait, hein, les caractères chinois. Ils ont aussi deux systèmes d'alphabet dont j'ai oublié les noms en français et T'as je sais plus hiragana et quoi là. katakana. Ouais. J'allais dire katagana, mais j'ai eu peur de dire une connerie. Donc, Ouais, donc je l'ai pas dit. katakana, c'est ceux qui sont très simplifiés, tu sais, très épurés, et puis t'as hiragana qui sont plus ronds. Mais les katagana, c'est ceux qui sont beaucoup utilisés pour les mots traduits de les langues étrangères. Non, C'est ça, c'est ça. Toute la ouais, bouffe, tous les mots ouais, c'est étrangers, ça. c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. Là. Et je me souviens d'avoir passé une journée avec une petite de 5 6 ans d'une famille japonaise. Et à chaque fois qu'elle me montrait un truc, macaroni, chocolat, je dis, mais je, je comprends tous les mots qu'elle dit. Et donc, oui, alors je crois qu'il y a 64 lettres pour chaque, plus après 2000 caractères chinois. Donc, ça, ça crée un système en fait d'écriture qui est ultra complexe, alors que le chinois, sur le principe, c'est méga simple. C'est une syllabe, un caractère. C'est- On ne peut plus simple. Euh, et c'est toujours la même chose. Alors qu'en japonais, en fait, tu peux écrire un caractère. Tu peux choisir d'écrire un mot avec un des alphabets, euh, mais tu peux aussi l'écrire avec des caractères chinois ou avec une moitié de caractères chinois et une moitié de l'alphabet. Et puis, un caractère chinois que tu écris, tu peux le prononcer avec la prononciation chinoise de l'époque, de la dynastie des Tang, quand ils ont fait venir tous ces caractères, avec leurs envoyés en mission, je sais pas comment on les appelle en français, mais et donc ils ont pris la prononciation du chinois de la côte est de la Chine, du côté du Fujian ou du Zhejiang, tu vois, c'était à peu près cette culture-là. Et donc ils ont gardé cette prononciation aussi en japonais. Et pour certains caractères qu'ils écrivent, soit on peut le prononcer avec cette prononciation-là, soit on peut le prononcer avec la langue japonaise de base, qui est une langue complètement différente et qui est souvent deux ou trois syllabes pour un caractère chinois, alors que la prononciation chinoise, c'est forcément une syllabe. Enfin, c'est un truc, je trouve ça super intéressant, c'est un casse-tête pas possible, mais je trouve la culture japonaise absolument fascinante parce que ils ont une attention aux détails qui est incroyable et un respect pour la culture. euh, que ce soit la leur ou que ce soit les cultures qu'ils ont pris un peu du monde entier, qu'ils ont prises, pardon, un peu du monde entier. Et moi, je l'ai pas fait. Bon, on n'a qu'une vie et puis on a voilà des enfants. Je retravaille le violoncelle, je fais du tennis, je fais du ping-pong, j'ai un peu de boulot aussi. Bon, voilà. Mais je dois dire que la langue elle-même, oui, le japonais m'intéresse plus que le coréen, le vietnamien, par exemple, tu vois, pour te citer Ouais, que ouais, deux exemples. je comprends tout à fait. Ouais. Mais ouais, bah, on arrive à la fin de cet entretien, mais un grand, grand merci de m'avoir fait l'honneur de cet entretien. Bah, écoute, l'honneur est pour moi. Je pensais pas que j'allais m'attarder autant sur toutes ces petites choses Mais, d'apprentissage de mais la langue, mais tu sais, il y a ouais, encore beaucoup d'autres choses que j'aurais voulu aborder avec toi autour de la comédie et d'autres éléments de ton parcours, mais je pense que ce sera sûrement mieux de le réserver pour un autre épisode pour que on puisse avoir le ouais, temps de pourquoi le pas. développer. Et curieusement, tu vois, c'est assez intéressant parce que je crois que c'est la première interview où je passe autant de temps à parler de ces aspects-là. Mais tu sais que je pense que c'est extrêmement utile parce que c'est des choses que les gens n'osent pas dire. Et pour moi, tout ce que tu m'as dit aujourd'hui avec, et avec beaucoup
de clarté et puis avec un côté comme ça très, très direct. Je trouve que c'est extrêmement utile et j'espère que Un peu trop, ça va aider les gens. c'est un peu trop franc, pas très sympa parfois, je sais pas, mais tu dis n'ose pas dire, c'est dans ce sens-là ou pour Oui, c'est ça, c'est qu'on a effectivement, on a du mal, surtout dans le monde éducatif, à dire la réalité aux gens en leur disant, bah oui, va falloir passer des heures et des heures et effectivement, il y a pas forcément d'autres. Alors, c'est pas une très très bonne stratégie c'est- marketing si tu veux vendre des cours, mais Non, non, oui, non, c'est ça. Le marketing, tu vends du rêve, mais dans la ouais, réalité, moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu vendre de rêve, parce que faut dire aux gens, faut que tu te bottes les fesses, parce que sinon, tu vas pas y arriver, c'est tout. Mais c'est le problème. Tu sais, voilà, moi, j'observe le sport de haut niveau chaque jour et j'ai vécu le haut niveau. Voilà, je reviens au monde classique où on bossait, mais comme des fous. Et je veux dire, le mec à côté de toi, il a 2 ans de moins que toi et il fait mieux. Ben, boss. Ah, mais j'ai fait 6 heures. Ah ouais, ben lui, il fait 8 heures. Il fait 8 heures par jour. Et, et après, voilà, faut quand même ménager tes mains, etc. Donc, tu trouves, c'est pas forcément le nombre d'heures passées, faut améliorer son efficacité aussi. Mais c'est vraiment, on a l'habitude en plus d'encaisser, si tu veux. Je veux dire, nous, on a eu des profs en musique classique. On a eu des profs, mais qui faisaient un cours de 2 heures, 2 heures et demie sur une ligne de musique. Les gamins, ils chialaient à la fin. Je veux dire, mais si tu t'es pas obligé de chialer pour y arriver, mais ce que je veux dire, c'est que on a vu des gamins, mais en passer une très très mauvaise période, si tu veux, psychologiquement, etc. Enfin, où ils manquaient de confiance en eux, etc. Mais c'est la réalité du haut niveau. Je veux dire, regarde les grands chefs, regarde en cuisine. Ils sont pas tendres avec leurs commis, hein. Ils sont pas tendres. Tu fais la vaisselle d'abord et après tu coupes les légumes et c'est comme ça. Si tu commences à nous faire tes petites scènes, ah moi je suis venu ici pour ceci, bah écoute non, bah, c'est pas un métier pour toi mon gars. Qu'est-ce que tu crois les grands chefs quand il y a personne, quand il y a quand il y a une grosse soirée etc. Ils vont faire la plonge avec tout le monde, hein. Et ça a toujours été comme ça. Et le problème c'est que les quand les gens qui n'ont pas connu le stress. Alors, on n'est pas obligé de le vivre comme un stress, mais disons qu'ils n'ont pas connu le, la rigueur, le stress et, et le sentiment permanent de l'échec que donne n'importe quel milieu de haut niveau. Ce qui est, en fait, la plupart des gens n'ont pas l'habitude de ça. Donc, ils ne sont pas prêts à accepter qu'ils n'y arrivent pas. Alors que nous, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est notre réalité de tous les jours qu'on n'y arrive pas. Et qu'on bosse comme des tarés pour mais parce que voilà c'est pas le même type de logique donc je veux dire d'être capable d'encaisser tu vois pour ça tu dis c'est intéressant que tu me dises que les gens osent pas. Je dis, ah oui, moi ça me dérange pas de le dire euh, mais c'est vrai que je le dis à qui veut l'entendre. C'est pareil quand les gens ils me disent j'aimerais bien apprendre le violoncelle, est-ce que c'est trop tard, j'ai 25 ans. Je dis bah trop tard pourquoi? C'est jamais trop tard. Mais si tu me dis, je vais commencer à 25 ans, je vais être tennisman professionnel, je dis, bah non. Je vais être danseur de ballet professionnel en commençant à 25 ans, mais laisse tomber. Et le ballet, c'est pareil, le violoncelle, le piano, c'est pareil. Si t'as pas développé la dextérité des doigts, tu sais, c'est des trucs que tu développes pendant la croissance. Si tu as déjà fini ta croissance, tu commences à... ouais, tes doigts, ils seront jamais performants, c'est pas possible. Parce que il y a que quand tu as commencé tôt que tu as à la fois la puissance de chaque doigt, mais aussi la dextérité, la légèreté, la rapidité, tout, tu vois, et la souplesse avec. Si t'as pas fait tout ça, c'est pareil sur le déplacement en sport de haut niveau. Si t'as pas commencé à apprendre tout ça avant, enfin, pendant ta croissance, je vais dire, mais maximum 12, 13 ans pour la plupart de tous ces domaines, tu vois. 13, 14 ans, mais grand maximum. La plupart, ils ont commencé, tu vois, à 8, tu vois, avant 10 ans ou avant 11, 12 ans.
si t'as pas fait ça dans tous ces domaines-là, mais c'est impossible. Et donc, en fait, ça veut dire que tu es obligé C'est pour ça que quand on vient de ce genre de milieu, t'as l'habitude. Je veux dire, les gens, ils disent, ah ouais, moi, je force pas mon gamin. Et moi, je leur dis, hein, tu vois, tu dis que j'ose le dire, il y a des gens qui osent pas. Je dis, non, mais il n'y a pas de problème, t'es pas obligé de forcer ton gamin, mais sache que si tu forces pas ton gamin, il arrivera jamais à un haut niveau. Ah, mais s'il est talentueux pour ça, moi, tu vois, à un moment, ma femme, elle me disait pour le tennis, pour un gamin, mais de toute façon, il saura. Si je dis, mais non, il sera déjà trop tard. S'il veut faire ça, c'est maintenant qu'il faut bosser et c'est plusieurs cours particuliers par semaine et c'est les entraînements et c'est les matchs et voilà. Sinon, laisse tomber. Même comme ça, on est en retard. Mais si on le fait pas, ouais, il va se réveiller à 15-16 ans. Ah, c'est mon rêve. Ah oui, mais oublie ton rêve là. Fini. Tu peux même si tu fais 8 heures par jour là maintenant, c'est déjà trop tard. Donc, les gamins de n'importe quel milieu de très très haut niveau de toutes ces disciplines physiques, si tu veux. Parce que l'instrument, c'est aussi physique, tu vois. Le ballet, c'est aussi physique, c'est très physique. Donc, ils ont grandi, tu vois, même avant l'âge de 10 ans, en se faisant engueuler par les profs parce qu'ils n'ont pas bien travaillé. Et ça, c'est super nécessaire. Ceux qui sont contre ça, c'est des psychologues administratifs à 2 balles qui n'ont jamais enseigné n'importe qui de haut niveau. Parce que on n'est pas obligé d'engueuler, hein, je veux dire, j'exagère un peu. Mais disons que il faut être strict avec les enfants. Si il y a des profs qui arrivent à être ultra stricts, exiger des choses sans avoir à pas forcément gueuler sur les enfants, mais tu peux pas leur faire aucun reproche. C'est pas le fait d'élever la voix avec tant de décibels. Non, c'est pas ça, engueuler. Mais s'ils n'ont pas bossé, faut leur faire comprendre. Tu veux travailler ou tu veux pas? Tu veux pas? Bah, oublie. Alors, tu seras jamais à tel niveau. Si t'aimes bien un tel, tu veux être comme lui, bah, bosse. Et les gamins, ils comprennent. La plupart abandonnent, mais ceux qui continuent, bah, ils bossent. Ils ont des profs qui leur bottent les fesses, ils ont des parents qui leur bottent les fesses. Et s'ils n'ont pas au moins l'un des deux, ils n'arriveront à rien dans ce domaine-là. C'est impossible. Donc, si tu veux, les gens, ils me disent, ah, est-ce que c'est trop tard? Je dis, pour t'amuser avec un instrument, c'est jamais trop tard. Si tu t'amuses en faisant 3 sons, ou comme je disais au début de l'interview, un guitariste qui connaît que 5 accords, mais il arrive à jouer plein de petits morceaux avec, il se fait plaisir, il fait plaisir à ses copains, aux gens qui l'écoutent, à sa famille, bah, bravo, super pour lui. Je veux dire, on n'est pas obligé. Il y a des très grands musiciens dans le domaine du pop, du rock, qui n'ont pas une technique, tu vois, aux yeux de quelqu'un qui vient du classique, ils n'ont pas une technique faramineuse, mais c'est des musiciens extraordinaires. Et ils y arrivent avec peu de moyens, mais avec à quelque chose qui touche les gens, tu vois. Donc c'est magnifique. Et donc, dans certains milieux, tu vois, du pop, du rock, à 25 ans, tu peux apprendre un instrument et tu peux devenir très bon. Et tu peux toucher plein de gens. Et si tu arrives à toucher des foules entières, bah bravo, c'est magnifique. Après, il y a certains domaines où, si tu veux apprendre le haut niveau, tu commences après 20 ans, bah, tu me demandes pas si c'est encore temps Non. Et il y a des gens qui osent pas le dire. Je dis, mais attends, pourquoi ne pas oser le dire? Faut le dire directement. Si tu veux atteindre le haut niveau, c'est pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. C'est impossible. Mais ça veut pas dire que tu peux pas commencer à apprendre le violoncelle à 60 ans même. Il y a des retraités qui commencent à apprendre un instrument comme le violoncelle ou le piano, mais ils sont heureux comme tout, ils adorent. Et c'est magnifique pour nous. Enfin, je veux dire, et je vais l'entendre, je vais pas commencer à lui dire, ah oui, là, il y avait tel défaut technique. Bah, je comprends bien qu'il va pas arriver à avoir la technique que moi j'ai apprise euh, en faisant 8 heures par jour quand j'étais gamin. Non, bien sûr. Et je vais l'applaudir parce que c'est beau. C'est beau à voir. C'est pas beau en termes de ah quelle grande interprétation de telle œuvre. Non, bah non. Mais mais on voit les choses différemment. Les amateurs de sport qui jouent encore à 70 ans, même s'ils ont une gestuelle atroce et qui sont ultra lents, mais je veux dire, c'est magnifique de voir qu'ils font du sport à cet âge-là. Et c'est bon pour la santé. Et c'est voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais oui, pour l'apprentissage des langues, faut que les gens sachent. S'ils ont envie d'apprendre 3 insultes et 3 mots
pour s'amuser de temps en temps, c'est pas un problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils prétendent qu'ils veulent bien apprendre une langue et que ils utilisent les pires méthodes possibles, et quand on leur dit que ça marchera pas comme ça, ils disent ah oui mais c'est parce que toi t'étais doué donc toi tu peux apprendre comme ça, mais pour moi il me faut ça. Je dis bah pour dire un truc, franchement c'est une expression qu'on avait appris apprise en chinois avec c'était une blague chinoise que mon maître me racontait. Mais en gros tu vois quand tu croises quelqu'un comme ça, euh, j'ai envie de lui dire bah reste con parce que tu vois au fil des années il y a des gens comme ça. Toi, tu viens tu vois, t'as fait un certain parcours et tu leur donnes des conseils et ils continuent de prétendre que, comme toi, t'étais plus doué qu'eux, t'es pas bien placé pour leur donner des conseils et ils continuent de s'embourber dans des méthodes qui marchent pas. Ils n'y arrivent jamais. Ils restent mauvais. Et au bout d'un moment, je dis, mais je t'ai donné tellement de fois des conseils très précis de ce que tu pourrais faire et tu les écoutes pas. Parce que et là, je te parle de gens qui vraiment, qui travaillent, qui passent des heures et tout, mais qui font tout ce qu'il faut pas faire et qui perdent des heures précises, des heures précieuses de leur vie. Et donc voilà, moi, j'ose le dire. Et il y a des fois, je dis, mais t'as tous les conseils là autour de toi et tu les écoutes pas. Et c'est pour ça que le milieu des langues, enfin, les gens voient les langues d'une façon bizarre. Ils comprennent pas que c'est du travail. Ils ont l'impression que c'est juste du don, une langue étrangère. Alors que c'est la même chose, je veux dire, hein. Alors, si tu veux atteindre le haut niveau en tennis, t'as Yannick Noah ou Joe Wilfried Tsonga qui viennent te donner des conseils. Tu vas dire, ah oui, mais moi j'ai un style différent de toi. Tu vois le ridicule. Tu veux être pro au foot, il y a Zidane qui te vient donner des conseils, il dit, ah oui, mais tu vois, moi j'aime faire un peu différemment. Le mec, il dit, mais attends, mon gars, mais c'est lunaire là ce que tu me sors, tu vois. Mais par contre, sur l'apprentissage des langues, c'est ça, en fait. Moi, je dis, tu vois, là, comme ça, tu vas pas y arriver parce que cette méthode, en fait, t'es dans une impasse tout de suite. Alors que, et moi, je peux lui donner trois, quatre autres méthodes différentes pour justement améliorer cet aspect. Et à chaque fois, les gens, ils me rétorquent un truc. Ah oui, mais c'est parce que toi, tu étais doué, donc t'as pas besoin de méthode comme nous. Je dis, mais les gars, mais bien fait pour vous hein, si vous y arrivez pas. Tu vois, c'est méchant, hein. Ouais, non, mais je vois Mais très c'est bien ce parce que tu que veux dire. moi, je l'ai vécu tellement de fois dans ma vie où je donne des conseils à des gens qui me sont proches même, tu vois. Et puis ils écoutent pas. Et ils restent, après toutes ces années, ils restent convaincus que parce qu'ils Mhm. ils n'ont jamais réussi à franchir. Donc ils disent, tu vois, moi, regarde, ça fait 10 ans qu'on se connaît, 10 ans que j'essaye, j'y arrive pas. Je dis, et qu'est-ce que je dis depuis 10 ans? Tu as les mauvaises méthodes, donc tu n'y arriveras jamais. Mais non, tu te rends compte qu'avec toutes les heures passées, je serais forcément arrivé à quelque chose. Je dis, mais non. Moi, j'ai conduit une voiture toute ma vie. C'est pas pour ça que je peux aller conduire sur les circuits de Formule 1. Je veux dire, il y a quand même, c'est pas les heures que tu passes qui déterminent, tu vois. C'est à quel niveau tu apprends. Et au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que si tes méthodes, elles marchent pas, fais autre chose. Ou alors sinon, prétends pas que t'essayes d'apprendre bien. Non. Faut avoir l'honnêteté de comprendre que tu fais pas le nécessaire pour apprendre bien. Et tu refuses, tu réfutes, enfin, tu masques, comment dire, tu caches, ta stupidité avec, la, la prétention que les autres sont doués et pas toi. Non. C'est que, ben, tu t'écoutes pas les conseils. Mais bon, Ouais. voilà, on a tous Merci. vécu ça. Désolé, hein, c'était Non, pas de un souci. autre Merci beaucoup. C'était super rant intéressant. pour la fin de l'interview. Ouais, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée à Lille. Et puis, au plaisir de refaire une autre conversation autour de tes aventures en Chine, que je sais nombreuses. Ok, merci, avec plaisir. Bah écoute, quand ce sera posté, Ouais, tu bien sûr. m'enverras le lien. Bien sûr, je te partagerai ça. Merci beaucoup, Julien. Ok. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission,
je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.